Salut à tous, épisode 14 avec la Groupama FDJ. On est toujours sur Pro Cycling Manager 2023 et vous allez voir qu'on va avoir de nouveaux éléments après les petites analyses de fin d'épisode précédent pour encore dire certaines choses sur le jeu. Jusque-là, la saison se passe bien parce que les 3 objectifs qu'on rate sur 12 sont ratés de très peu et donc vraiment le contrat est rempli pour moi. On peut pas tout réussir non plus. Surtout qu'il y avait des choses qui étaient difficiles, notamment la victoire à Paris-Roubaix était vraiment très délicate à obtenir. Il nous restera donc 3 objectifs à jouer, mais qui ne seront pas pris en compte pour l'attribution des fonds du sponsor, qui nous donne déjà 100 000 € de plus par mois pour recruter efficacement à cet été 2023. Donc ce que je vais vous proposer, c'est déjà de définir nos objectifs par rapport à la suite. Et puis après, on va jouer la Classica Saint-Sébastien, on va jouer les championnats du monde, puis on va se poser aussi une grosse question. Et en tout cas, voilà, première chose pour moi, c'est redéfinir les objectifs. C'est ce qu'on va faire pendant le recrutement pour les années à venir, j'entends par là. Au moment où la Vuelta se profile à l'horizon. Vous voyez David Gaudu qui est en train de récupérer avant d'être réaligné sur la Vuelta. Enfin, en train de récupérer, ça se voit pas sur la barre, mais je peux vous dire que 2 semaines plus tard, il commence un peu à éliminer de la fatigue, etc. Bon, juste, je voulais dire un mot aussi, parce que je le fais pas souvent, un mot de remerciement par rapport à tous vos gentils commentaires positifs, et ça, tout le temps en fait, à chaque fois. Donc, merci encore. On a toujours des choses soit drôles, soit sympathiques, soit contributives et qui font avancer les débats. C'est toujours très très agréable pour moi. Alors on fait aussi des fois des discussions sur les bugs. On a ce sujet qui est arrivé sur la table avec Quickstep et Jumbo-Visma. Bon, heureusement vous avez vu que ça s'est réglé. J'étais un peu dépité dans un premier temps et puis après je suis quand même souvenu que Lefebvre est quand même adepte du prêcher le faux pour peut-être attirer le vrai, que sais-je. Bon, il y a comme ça pas mal de petites choses, que ce soit sur le gameplay, l'analyse du jeu, par exemple, voilà, l'explication pour la présence de certains à certaines arrivées. On se demande toujours quel peut être réellement le barème pour tout ce qui est étape de montagne ou étape de semi-montagne, on va dire. Et sinon, c'est vrai que la fatigue apparemment a été réglée par le patch, mais on m'a dit que c'était trop suite à ce nouveau patch. Jérémy nous propose quelque chose pour se faire un peu moins vider les barres au moment des GPM. J'essaierai, promis. On a l'explication aussi pour la non-pente sur les Champs-Élysées. Puis Clément, merci pour ces belles contributions en tout cas. Il y a des pistes, si les développeurs voyaient cette vidéo et voyaient sinon les commentaires de Clément, ils auraient des pistes pour améliorer le jeu. Voilà, donc j'en dis pas davantage, mais on pourrait vraiment imaginer, alors moi je pense notamment à un axe, c'est, imaginons un coureur qui vient de gagner quelque chose d'assez spectaculaire. Pourquoi ne pas imaginer qu'il ait un boost de ses notes? Alors moi je sais pas, je me disais +1 à toutes les notes, définitivement, avant qu'il ne régresse à cause de son âge, mais un +1 immédiat pour un type qui est, je ne sais pas, qui vient de gagner un grand tour ou une classique alors que il n'était pas favori. Vous voyez, ce type de truc-là, ça serait tellement positif parce que ça donnerait des histoires encore plus intéressantes dans nos carrières. Donc, évidemment, mon serpent de mer à moi, c'est l'histoire de la négociation entre dirigeants, entre directeurs sportifs pendant les étapes ou pendant les courses, où on s'engage, on fait une promesse. Par exemple, ok, mon coureur va rouler avec le tien, mais en échange, tu lui laisses le maillot et par contre, nous, on te laisse la victoire d'étape. Vous voyez, ce genre de truc. Il y a pour moi pas assez d'interaction avec les autres managers, les autres directeurs sportifs. Bon, voilà, on referme.
Petite parenthèse avec la Classica San Sebastian, vous voyez que j'ai choisi une miniature et des images d'annonces qui sont évidemment autour de Grégoire et de Martinez. Je me posais la question, et c'est pas sans raison, hein, c'est parce qu'on va beaucoup jouer avec eux là sur cette fin de saison. Je me posais la question de est-ce qu'on emmène Valentin Madouas sur la Classica quand même avec ses 93% de forme, parce que c'est pas mal au final, hein, il est vraiment en discussion pour aller faire un top 3 hein, sur la Classica avec ce type de note, mais finalement je me suis ravisé et je suis resté sur le plan initial qui était d'emmener Lenny et Romain en star de l'équipe, en jeune star de notre équipe sur cette Classica. En fait, parmi les ténors, seul Tadej Pogačar est aligné et moi en fait je privilégie le repos et je crois que c'est le cas de beaucoup d'équipes qui n'alignent pas même quelqu'un comme Wout van Aert, quelqu'un comme Primož Roglič non plus. Enfin, il y a pas mal de mecs qui sont au repos, alors qu'objectivement, ils auraient, Evenepoel aussi, hein, parlons-en, ils auraient quelque chose à jouer ici, mais bon, pourquoi pas. Après tout, on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'ambition particulière, et sur ce type de profil, moi déjà je pense à Romain Grégoire, parce qu'avec son 77 en vallon et ses notes de futur mutant, parce qu'il a énorme marge de progression, ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, il y a vraiment fort à faire avec ce coureur. Alors est-ce que déjà maintenant il peut performer ou pas? Ouais, c'était un peu mon questionnement avant cette Classica. On a emmené, je sais, ça fait un peu tâche d'emmener dans cette galère Paul Penwet, notre jeune sprinter, lui aussi prometteur, mais j'ai voulu rester raccord avec, en fait là vous avez les 7 qui vont accompagner Gaudu sur la Vuelta qui arrivera. Donc voilà, j'ai voulu aligner entre 2 stages de préparation à la Vuelta, parce que ces 7-là, ils auront fait les 4 stages de préparation à la Vuelta. Ils vont arriver blindés et ils auront presque aucune course, aucun jour de course, ou presque donc avant la Vuelta. J'ai voulu tenter ce format-là. Je trouve que c'est intéressant aussi, puisque vous savez que les jours de stage rapportent plus 2. Est-ce que mettre comme ça une trentaine de jours de stage ou environ va pouvoir nous constituer un pic au bon moment? Je referai les comptes à la fin, avant le Tour de Burgos, pour voir qui est-ce qu'on aligne à Burgos et qui est-ce qu'on laisse finalement au repos. Bref, tout ça, c'est en marge, mais bon, ça fait un tout hein, dans une saison. En général, vous pensez à tout. Ici, c'est quand même un peu troublant. Il y a Vervac qui roule alors qu'il a un équipier à l'avant. Moi, j'aime pas trop. C'est Van Sevenant. Donc, image un peu choquante. Pas la seule fois hein, que je vois rouler quelqu'un alors qu'il a un équipier à l'avant. Je trouve ça un peu dommage. Un peu à la Le Gac sur Aski l'autre jour, sur Paris Tour, où je suis quand même étonné, même si on voit qu'Aski est en train de faiblir, mais je suis étonné que Le Gac ramène tout le monde pour finalement se faire croquer par un jeune néo-pro, stagiaire même, pas encore néo-pro. Voilà, bon bref. Revenons à la course. On a la route Pogačar qui nous paraît être une très très bonne option pour Romain Grégoire. Et après j'ai choisi une autre roue pour Lenny Martinez, même si avec une forme de jour à -2, Lenny Martinez peut avoir des difficultés dans ce final. Bon, c'est comme ça, c'est aléatoire. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Jusque-là, il y avait eu quelques tentatives, mais objectivement, il n'y avait rien de remarquable. On voit quand même qu'une équipe est plus forte que les autres ici. Hein, c'est la team UAE de Tadej Pogačar, justement, puisqu'elle a pas mal roulé à des moments, ou alors elle a repris une velléité d'échapper dans l'avant-dernière difficulté du jour. Et c'est parti, Tadej attaque. Bon, je dis pourquoi pas. Et le problème, c'est que on est incapable de suivre. Du coup, on va essayer de se raccrocher, grâce à la barre jaune de Romain Grégoire, on va essayer de se raccrocher à d'autres qui sont sortis en même temps que Pogačar, en espérant que ce dernier ne fasse pas une différence trop forte.
Donc voilà un petit peu l'esprit. Les autres sont battus, hein. Il y a vraiment, voilà, comme ça, 7 hommes qui sont sortis. Moi, je vais me mettre dans la route Van Sevenant, proche du sommet. Et finalement, il y a quand même moyen peut-être d'accompagner Tadej Pogacar sur ce coup-là, parce qu'il y a une descente. Romain Grégoire est plutôt un bon descendeur. Allez, on va reprendre la route Tadej. Et puis derrière, ouais, bah ça joue clairement battu, notamment avec le groupe Martinez et les Jumbo-Visma. Voilà, l'arrivée se profile très très vite. Regardez, victoire très nette de Tadej Pogacar qui avait lancé son sprint au bon moment. Nous, il nous restait plus grand chose, mais quand même, petite 4e place pour Romain Grégoire. Ça n'est pas humiliant et c'est plutôt même encourageant pour la suite. En tout cas, pour moi, ça confirme les espoirs que j'ai placés en lui. Au vu de l'analyse de son profil depuis déjà un certain temps. Faut savoir que Romain Grégoire ne va pas progresser seulement que comme puncher. Il va aussi beaucoup progresser comme coureur de grand tour. Hein, donc ça, c'est très important à avoir en tête. On a sûrement quelqu'un d'assez spécial en fait dans cette équipe. Hein. Donc qui aura démarré en tant que néo-pro comme puncher, mais qui, vous allez voir, va se développer. J'ai très confiance en cet aspect-là. Ok, alors ensuite, bah, évidemment, la date du 1er août approche. Il y a donc les petites obligations de choisir un sponsor pour l'an prochain. Bon, moi, évidemment, je continue avec la Groupama FDJ. C'est l'idée de la partie. Et puis après, on va pouvoir attaquer le recrutement à proprement parler, tout en sachant que voilà, le système de montée-descente n'a pas changé. On est pas mal de ce côté-là. Il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Et on est 4e, nous, hein, donc on est bien. Mais bon, c'est pas ça qui est pris en compte, c'est la valeur globale des coureurs. Mais même sur ce plan-là, on n'est pas mal du tout non plus. Donc c'est dommage qu'on ne le joue pas au résultat finalement, hein, que cette montée ou cette descente de World Tour vers les niveaux inférieurs ne soit pas jouée par les résultats et un classement vraiment de points type UCI. Enfin, c'est une parenthèse, ça pour moi c'est pas encore le plus dommageable dans ce jeu. Allez, on y va. On avait repéré quelques coureurs, je vais aller confirmer tout ça tout de suite. Et on commence tout de suite avec la première cible annoncée, qui était Pavel Sivakov. Donc on confirme. Donc, Pavel Sivakov va nous rejoindre. Et puis alors après, ce qui va pouvoir être discuté, c'est le nombre d'années. Sachant qu'il est encore relativement jeune. Hein. Il a plusieurs années devant lui. Il est à 26 ans. Donc le nombre d'années, je me suis dit que vu que le projet était quand même orienté autour des jeunes, je suis parti sur 2 années. 2 années, en n'hésitant pas à lui mettre un salaire digne, c'est-à-dire en surpayant léger par rapport à ses demandes, mais je trouve pas que ce soit excessif de lui donner, on va finir à 39 000 ou 38 000, je sais plus, 39 000, voilà. Donc coureur important, donc pas leader, hein, c'est important, et je lui donnerai un rôle relativement libre, qu'on peut comparer à celui de Thibaut Pinot sur l'année qui vient de se produire. Je pense, mais c'est pas sûr, que Pavel Sivakov sera sûrement aligné sur le Giro, mais j'hésite encore. On va en parler juste après. Ensuite, j'avais mes cibles italiennes, puisqu'il fallait, à mon sens, un peu densifier l'effectif en termes de coureurs physiques notamment. C'est pour ça que le choix d'Alberto Bettiol avait fait sens pour moi. Et donc on va aller aussi proposer quelque chose à Alberto Bettiol, mais quand même sur un type polyvalent, avec même des capacités d'équipier en grand tour qui sont loin d'être ridicules, et aussi de grosses capacités sur les courses pavées, bien évidemment. Salaire tout à fait acceptable. 2 années là aussi, je lui mets 2 ans, je lui mets pas 3 ans. Il a 29 ans, on verra. On reconsidérera en tout cas les choses à l'été 2000. Alors du coup, ça fait quoi ? L'été 2025. Pour reconsidérer ces recrutements-là, que ce soit Sivakov
ou Bettiol. De la même façon, Davide Ballerini, sur lequel je compte pour peut-être servir sur une course importante de poisson pilote vis-à-vis de poisson pilote de luxe vis-à-vis de Penouette, qui est émergent. Pareil, on va lui proposer aussi 2 ans avec un statut meilleur que celui d'équipier. Et on va là encore sur un coureur de 28 ans donc de proposer 2 ans et ouais, je pense que Davide Ballerini pourra nous être utile. C'est en tout cas l'idée que j'avais, en plus de la demande du sponsor, qui était d'avoir quelques Italiens. Donc on a ici un coureur très très sympathique à jouer. Donc voilà, ça c'était pour les 3 premiers. Après j'avais aussi annoncé Matteo Sobrero. Donc Matteo Sobrero, futur équipier de talent, sûrement sur le Giro, hein, je vous commençais à l'avoir deviné, j'imagine. Si je prends comme ça 3 Italiens, c'est pas seulement pour faire plaisir aux sponsors, c'est aussi parce que j'ai envie d'aller jouer un rôle sur le Giro dès l'année qui suit. Donc en équipier de luxe, toujours sur un contrat de 2 ans, je me suis dit que Matteo Sobrero, avec Ballerini, avec Bettiol, allait pouvoir aider quelqu'un à aller chercher un premier Giro. Mais qui est ce quelqu'un ? On va en parler dans 2 secondes, mais vous l'avez deviné à mon avis. Après, il y a Rémi Rochas, on a quand même parlé. Rémi Rochas, dans la réalité, rejoint la Groupama FDJ. Donc on a collé à la réalité pour une fois. Et je vais chercher Rémi. Lui, il va avoir un rôle qui pouvait être cette année dévolu à Rudy Mollard, à Quentin Paché. Voilà, des coureurs comme ça qui sont précieux, car ils vont comme ça pouvoir nous aider, surtout quand ils sont sous pic de forme, qui ne sont pas non plus déments en termes de profil, parce qu'il y a des trous notamment en termes de physique, hein. Notre caractéristiques physiques sont pas exceptionnelles, mais avec une bonne forme du jour, voilà un type de coureur qui va peut-être beaucoup nous apporter. Donc voilà, on va confirmer les signatures de Sivakov, de Bettiol, de Ballerini, de Sobrero et de Rochas. Et après, on va réfléchir. Donc c'est comme ça que j'ai fait. J'ai voulu prendre le temps. Alors, prendre le temps, pas au niveau du calendrier, puisque ces 5-là, je voulais les signer tout de suite. Par contre, voilà, prendre le temps de la réflexion ensuite et pouvoir me projeter sur la saison d'après. Parce que recruter, c'est se projeter sur la suite, pour moi. Pour la suite, donc, j'ai un projet, c'est d'emmener David Gaudu sur le Giro. On a 25 coureurs à ce stade-là. On emmènera sûrement les 4 Italiens avec nous sur le prochain Giro. À voir, à confirmer pour Germany, mais par contre pour les 3 autres, c'est certain. Et donc voilà, j'envisage d'emmener David Gaudu comme leader. Pourquoi ? Parce que j'estime que sur le Tour de France, la voie est bouchée pour David. Il n'arrivera jamais à concurrencer les mutants qu'on a pu voir sur le Tour de France récemment proposés. Et j'irai plutôt en outsider total, avec des mecs solides pour chasser des étapes. Kung, Madouas, proposer à Grégoire son premier Tour de France. Rémi Rochas, en tant que Français, sera aligné au Tour de France également. Et puis après, il y a encore petite variable d'ajustement, c'est où est-ce qu'on aligne Martinez, où est-ce qu'on aligne Sivakov, Mollard, Genietz, Armirail, mais aussi où est-ce qu'on donne à Paul Penouette sa chance d'aller glaner une étape sur un grand tour. Est-ce qu'on l'emmène sur le Giro, quitte à affaiblir l'équipe autour de Gaudu pour le général, ou est-ce qu'on tente carrément un coup sur le Tour de France ? Ça, je vais attendre un peu le verdict de la Vuelta pour le décider. Vuelta à laquelle Thibaut ne participera pas, ni Arnaud Démare, qui nous quittent, tous les deux. Retraite et départ vers une autre équipe, respectivement. Mais pour Storer, j'ai encore un petit peu de réflexion. Je ne suis pas encore certain de ne pas le prolonger, mais j'attends. Il y a 25 coureurs. Je ne veux pas en avoir 35 non plus. Et je veux me garder un peu de marge. Je pense que l'effectif autour de 28 coureurs, 27-28,
il est suffisant pour nous, si on veut donner à manger à tout le monde. Et donc, la même question se pose pour Quentin Paché, qui est, on l'a vu, précieux, mais pas non plus irremplaçable. Donc, Storer, Paché sont deux cas un peu de réflexion. Après, il y a, en fin de contrat, on a également Bram Welten. Donc, pour lui, j'avais pas de projet particulier. Regardez, il n'y a pas de marge de progression inouïe. C'est un coureur qui est pas ridicule sur les courses simulées, mais de moindre importance. Il a quelques bons résultats sur l'année, là, en simulation. Mais est-ce que vraiment je vais miser sur Bram Welten? La nationalité n'étant pas non plus dingo, c'est comme Miles Cotson, le profil plus pour lui. Je ne sais pas s'il y a vraiment intérêt à miser trop sur Miles Cotson. Voilà, là c'était plus des zones de doute, sachant que la Danius et Konovalovas vont nous quitter, mais là ce sera comme Thibaut Pinot, ce sera pour une retraite. Donc vous voyez, comme ça, voilà, encore je laisse un peu de marge. Je reste à 25 avant d'entamer la suite de la réflexion. C'est quoi la suite? C'est, je sens que même si on veut donner de la place à Gaudu, Madouas, Kung dans des registres différents, à Grégoire, Martinez, je sens qu'il y a encore la place pour un bon coureur. Je me suis demandé si Marc Hirschi ne serait pas celui-là en fait. Marc Hirschi, magnifique note physique, avec une relative polyvalence. Il peut, avec une bonne forme du jour, c'est quelqu'un qui peut briller même ailleurs que sur la Flèche Wallonne, par exemple, pour prendre un truc au hasard, mais il faut aussi penser aux Ardennaises l'an prochain, surtout si Gaudu est en phase de préparation du Giro. Il y a la piste, en tout cas, donc Hirschi, qui était pour moi vraiment intéressante. Et il y a une autre piste que je vous montrerai tout à l'heure. On va voir si vous le devinez, qui m'intéresse pas mal. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment essayé d'aller regarder, donc pas Ben Illy, donc je peux éliminer déjà. C'est quelqu'un qui n'est pas vieux et qui a moins de 25 ans, mais qui est très fort. Voilà, donc petit suspense. On va laisser une douzaine de minutes avant de décanter sur ce nom-là. Mais donc voilà, j'ai une petite hésitation entre Hirschi, ce mec-là, et éventuellement rien. Juste au moment de péter un plomb, en fait, pour ma part, parce que là, j'enrage réellement sur le jeu, qu'on ose nous mettre un moral catastrophique à Romain Grégoire parce qu'il n'a pas assez couru de course. Mais mec, t'es en plein stage de Vuelta. Tu viens d'ailleurs de courir la Classica, soit dit en passant. Et Emeline Martinez, c'est la même chose. J'en ai marre en fait de ces bugs-là, parce que l'ajout du moral, c'était il y a pas très longtemps. Et ça n'a pas bougé depuis que ça a été ajouté. Et c'est fait de manière... c'est fait à la truelle en fait, comme d'hab. Donc bon, ça fait un peu CHIER, comme dirait l'autre. Mais on a déjà basculé, entre-temps, vers les championnats du monde. Alors, championnats du monde sur lesquels je suis resté fidèle à ma liste initiale. Et déjà, les premiers mots, c'est pour déclarer mes intentions. Les leaders ici, pour moi, naturels, pour essayer d'aller concurrencer Van Aert ou Pogacar, voire Pidcock, voire même les sprinters, lol. Donc pour moi, les trois noms qu'il faut protéger dès le départ, c'est Madouas, Alaphilippe et Christophe Laporte. On se demande un peu quel est ce parcours de Glasgow en termes d'impact sur la course. Je me suis aperçu que les enchaînements dans le circuit, donc dans Glasgow même, les enchaînements de 3 difficultés n'étaient pas assez longs pour qu'un puncher, en tout cas c'est mon impression, pas assez long pour qu'un puncher puisse faire une différence énorme par rapport au sprinter un peu sparadrap collé au bout de la chaussure, vous voyez, comme Caleb Ewan. Donc voilà, j'ai lâché mon nom, j'ai lâché le nom, et c'est ça qui va me décider à procéder à une élimination assez tôt dans cette course-là, en fait.
je vois que j'ai vu, en tout cas dans les 100 premiers kilomètres, que la Belgique n'était pas très active pour essayer de favoriser le cas Wout van Aert. J'ai vu que la Slovénie avait une petite présence à l'avant, mais rien de très très fort non plus. Et je me suis dit, oh, ça sent mauvais, ça sent la vieille course PCM de championnat du monde qui arrive au sprint avec un vainqueur qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu récemment sur ce parcours-là, où ça avait été la guerre à 100 bornes de l'arrivée quand même, hein, souvenez-vous. Je crois que c'était une hécatombe comme rarement vue, hein, ce championnat du monde. Il y en a peut-être une vingtaine qui ont terminé. À 100 bornes de l'arrivée, on avait déjà le choix entre 5 noms pour la victoire finale. Enfin, ça m'a donné donc envie vraiment d'aller provoquer les choses. Et demander comme ça à Rémi Cavagna, à Anthony Turgis, et d'autres les rejoindront plus tard, notamment Florian Sénéchal, de durcir cette course et essayer de faire en sorte que bientôt des cassures interviennent, mais que ces cassures soient définitives. Donc c'était un peu ça qui m'a animé, surtout qu'on a du vent, hein. On a plus de 20 km/h de vent sur une grande partie du circuit. Donc le vent, on sait, favorise les bordures, ça c'est un bien grand mot ici, c'est absolument pas convenable. Les cassures, on va dire. Les cassures sont favorisées par le vent. Et il faut, sur PCM, hein, c'est vrai aussi, je me dis qu'il faut essayer d'éliminer des équipiers. Voilà. Des équipiers de Pogačar, des équipiers de Van Aert, au moment où, regardez, chute de Wout van Aert. Alors ça va, il s'est relevé, mais il est loin dans le peloton. Donc déjà, je me suis attaché à regarder à quelle vitesse est-ce que Wout van Aert remontait dans le peloton. Est-ce qu'on va tout de suite le retrouver avec les favoris, derrière les Français, on va dire, globalement. Et sinon, est-ce que la Belgique réagit un peu? Est-ce que la Belgique se montre? Bah non, en fait. Elle se montre pas, et même là, on a une autre surprise, c'est de voir que Pogačar n'est pas bien placé. Van Aert, Pogačar, mal placé. Vous voyez Stuyven qui roule même pas à toute blinde, alors qu'il y a un trou à boucher ici. Je me suis dit que quelque chose de bizarre pouvait arriver. Ça m'a incité à une grande vigilance. On connaît PCM, hein, on a l'habitude, hein, gérer ces cassures. Alors, évidemment, ça peut rentrer. Regardez ce qui va se passer. En plus, ici, c'est amusant. Parce que j'ai le groupe Laporte démarre Alaphilippe qui va imperceptiblement se faire un peu décramponner de l'avant. L'avant où Cavagna roule encore, regardez bien. Voilà, moi je me concentre ici sur l'avant. Mais qu'est-ce qui va se passer juste derrière? Le groupe Laporte démarre Alaphilippe s'est fait absorber par, on va dire, une petite cassure. C'est facile de prendre des cassures, hein, sur ce genre de cas-là. Il suffit juste d'être derrière quelqu'un qui lâche et qui provoque la cassure involontairement, hein, parce que c'est l'IA, elle fait ce qu'elle peut. Mais voilà, donc on va réussir à revenir, tout ça, c'est un micro-phénomène. Regardez, voilà, on va revenir ici. On rentre avec un petit effort de Christophe Laporte, tout va bien. Mais quand même, il faut que ça serve de leçon. Il va pas falloir trop tarder. De toute façon, Sénéchal, Turgis en ont presque terminé de leur travail. Rémi Cavagna encore fidèle au poste, malgré son -2 de forme du jour. Tiens, Roglic qui plante une banderille. Il y a comme ça 2-3 coureurs qui sont sortis devant lui et qui essayent quelque chose à 60 bornes de l'arrivée. Pas un peu suicidaire, mais bon, pourquoi pas. Vous voyez, voilà, je perds quelques équipiers. Et du coup, ça va être à Benjamin Thomas de s'y coller. Ouais, Stefan Kung a fait vraiment une attaque suicide. On a Caleb Ewan aussi qui va de la sienne. Regardez, c'est lui là-bas qui est échappé. Mais on est dans un fauteuil. Hein. Laporte, Alaphilippe, Madouas sont vraiment peinards. L'attaque d'Ewan est vraiment stupide. Faut quand même le dire. Devant Aranburu Formolo qui essaie de suivre Casper Pedersen. Là encore, c'est plutôt voué à l'échec. Allez, on va rentrer très facilement sur les efforts de Benjamin Thomas, malgré des tentatives de contre, notamment Nelson Paoles. Donc on est en maîtrise de cette course. La France
maîtrise très très nettement cette course. Et déjà, ça m'inspire un sentiment assez négatif. Outre le fait que je râle sur la position IRL et donc dans le jeu, là pour le coup on est raccord. Position du championnat du monde dans le calendrier. Je déteste que ce soit début août. Pour moi, ça vient gâcher les choses. Notamment dans le jeu, hein, où vraiment la notion de pic de forme est essentielle et où on sait très bien que les start lists sont pas très très bien gérés. Et en plus, on a, regardez, quelque chose qui va se produire ici. Regardez bien Thomas. Thomas, il s'accroche, ça casse. Sur l'accroche de Thomas pour reprendre la roue de Madouas, ça craque, et c'est qui roule pas? C'est Stuyven, alors que Casper Pedersen cherche à s'accrocher. Donc on se retrouve là à être sorti à 4. C'est le championnat de France de Glasgow, ouais, c'est ça. Donc ouais, évidemment, je vais m'empresser de faire lâcher Thomas et Desmar, voilà. On va attendre le groupe de derrière pour mesurer l'écart et on roule à fond devant, évidemment. On va en profiter. Après tout, c'est à la pédale hein, qu'on l'a généré ce trou là et cette position très intéressante pour la fin de la course pour nos 3 meilleurs coureurs. C'est à la pédale qu'on l'a décidé. D'ailleurs, Pogačar, il l'a compris. Il a compris que ça s'est joué à la pédale parce qu'il essaie de suivre et il tente désespérément de reprendre ces 3 coureurs-là. Coureurs au sein desquels j'ai été obligé d'établir une hiérarchie. Non pas une hiérarchie uniquement, on va dire, égoïste, c'est-à-dire protéger Madouas à tout va, mais parce que Alaphilippe et Laporte, au début où ça sort, ont déjà moins de barres. Donc je me dis, il n'y en a qu'un seul qui peut finir tout seul. Éventuellement. C'est Madouas, après un gros travail d'Alaphilippe et de Christophe Laporte. Donc voilà l'historique de la hiérarchie au sein du groupe des 3 de devant. Puis attention, il y a quand même une menace, ça s'appelle Tadej Pogačar. Hein. C'est pas non plus n'importe qui, le mec est capable de revenir. Derrière, il y a un groupe avec Pidcock, Bettiol notamment, Hirschi, Kwiatkowski, je crois que Ballerini est pas loin d'ailleurs, qui est quand même menaçant, même si c'est 1 minute, on sait que ça peut vite être bouché sur des accélérations lorsque le terrain est vallonné. Donc, écoutez, on va déjà regarder si Pogačar arrive à revenir. Et là, première indication, cinématique de défaillance. Cinématique de défaillance pour Pogačar à 12 bornes de l'arrivée. Il n'a plus d'essence dans le moteur apparemment, alors que nous avons encore de quoi rouler. Alors évidemment, je vais décramponner la porte de l'avant, on va lui demander de rejoindre Tadej Pogačar, et on va demander à Julien Alaphilippe de faire le reste du boulot pour mettre sur orbite Valentin pour les derniers kilomètres. Mais attention, ça peut encore revenir ici. Hein. Donc la porte, évidemment, ne collabore pas. Regardez, voilà. Contre Quinn Simmons, Higuita, Bettiol, et ça peut revenir encore, ça c'est que 40 secondes. Hein. 40 secondes, 8 km, ça se bouge tous les jours sur ce type de circuit-là. Merci Alaf, le double champion du monde relativement récent encore. Merci pour ton boulot. Tu vas contribuer peut-être à un nouveau champion du monde français, Valentin Madouas. Regardez, ça bute derrière. Et là, ça commence par contre à sentir très très bon pour Valentin. Simmons, Bettiol n'ont plus de possibilité de se rebeller. Et Madouas vole vers un succès historique. La France va donc encore une fois remporter ce titre de champion du monde avec une équipe pas trop préparée. Chute d'Alaphilippe anecdotique. C'est juste pour les places d'honneur. Valentin Madouas va pouvoir porter maintenant l'arc-en-ciel. On verra si Marc Madiot met du groupe AMA FDJ dessus ou s'il laisse le maillot vierge, comme sur les maillots de champions nationaux. En tout cas, 2e, Quinn Simmons, 3e, Bettiol, 4e, Pidcock. Et Pogačar fait 5, juste devant Kort Nielsen, Kwiatkowski, Ballerini. Christophe Laporte fait un top 10. Voilà. On a notre dénouement. Il y a plusieurs lectures sur ce dénouement. La première, c'est « Oh, c'est nul, quelle course débile, ce jeu est vraiment problématique ». La deuxième, c'est quand même de mettre un bémol sur tout ça,
Je dis pas que c'est pas vrai, hein. La deuxième, pour moi, c'est de mettre un bémol et de se dire qu'on a excessivement bien roulé et que le positionnement dans le calendrier a provoqué ça. Et que on est sur un type de course qui a été rendu problématique par l'attitude de la France, mais quand même on n'est pas content de la facilité avec laquelle le joueur humain a pu prendre le dessus. Ouais, ça restera mon mot de la fin, c'est là-dessus. Et on en revient à la question que je vous annonçais un peu plus tôt dans l'épisode. Dans l'épisode, je vous disais qu'il y avait un doute un peu sur le recrutement. Bah écoutez, il y a peut-être un élément pour lever ce doute. Il se trouve que Jorgensen veut nous rejoindre. Alors, Matteo Jorgensen, c'est du très 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 gros. Ça veut dire que c'est presque quelqu'un qui pourrait se voir, par exemple, attribuer un rôle d'encadrant, électron encadrant, voire même leader pour décharger Lenny Martinez et Romain Grégoire sur le Tour de France suivant. Hein, en tout cas, c'est vraiment une option. Matteo Jorgensen, on prend ou on prend pas? On a vu que le gars est vraiment très très fort. Il coche toutes les cases en fait de ce qu'on peut vouloir comme coureur qui nous renforce, à l'exception d'une seule, la nationalité. Voilà, c'est la seule. Après, si c'est que ça, je peux aller recruter 2 jeunes Américains par-ci, par-là, et c'est réglé. Hein. Mais voilà, donc je vous laisse exprimer tout ça dans les commentaires. Votre avis. Choix numéro 1, Jorgensen. Choix numéro 2, Marc Hirschi. Ou choix numéro 3, aucun. Aucun. Et quand même, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié que le petit Léo Bisio devait être recruté. Regardez, on va y aller tout de suite, là. C'est un conseil qui m'avait été donné par certains d'entre vous, que de ne pas attendre la draft en octobre pour aller tenter ma chance auprès de ce jeune qu'on avait repéré, qui existe. Un vrai coureur, hein. Léo Bisio. Donc, vous avez vu déjà les notes qu'il a à 18 ans. C'est assez prodigieux. Et ça s'annonce comme étant peut-être un crack supérieur à ce qu'on a déjà, hein, qui sait. En tout cas, je pense qu'entre Romain Grégoire et Léo Bisio, on tient l'avenir. L'avenir, avec pour moi la volonté aussi de pousser cette partie pour accélérer sur des zones là 2024-2025 et aller plus loin pour vraiment, pour une fois faire aller jusqu'en 4e année d'une carrière, quoi, ce qui m'est pas arrivé depuis 100 ans. Voilà, donc vous savez tout. Vous m'indiquez Jorgensen, Hirschi ou rien dans les commentaires. Je mettrai un petit post en dessous là, et comme ça vous pourrez vous mettre dessus. On a Léo Bisio, voilà, qui nous rejoint. Pas beaucoup de courses dans cet épisode, mais quand même beaucoup de choses intéressantes, je crois. Je vous dis à bientôt et indiquez-moi vraiment votre avis. À plus, bye bye.